Bonjour tout le monde, on rentre dans le cœur de la matière du chapitre 3 aujourd'hui avec la section 3.2 sur l'expérience de Young puis le principe d'interférence. L'expérience de Young, c'est l'expérience que vous avez testée en laboratoire où est-ce qu'on envoie de la lumière monochromatique, de la lumière de une seule couleur, dans notre cas c'était rouge, sur un ensemble de deux fentes et on regarde qu'est-ce qui se produit comme patron lumineux sur un écran qui est situé en arrière. Juste avant de commencer à expliquer la théorie physique de ça, je vais prendre juste une minute pour vous parler du physicien Thomas Young qui a donné son nom à l'expérience. Fait que je lui fais une petite place. Le voilà, notre beau Thomas Young. Fait que Thomas Young, c'était un scientifique anglais qui est né à la fin du 18e siècle. C'était une personne quand même assez exceptionnelle. Ça a été un physicien qui a fait de la recherche en physique, bien sûr, on en parle dans un cours de physique avec l'expérience de Young, mais le gars, à 14 ans, il avait déjà maîtrisé, je pense, 13 langages différents. Attends, j'ai la liste. Fait qu'à 14 ans, il parlait anglais, français, italien, latin, grec, hébreu, chaldéen, syriaque, araméen, samaritain, l'amharique, le turc, l'arabe et le persan. 14 ans, 13 langages, ça niaise pas. Il a fait des études en sciences, en physique, mais il a aussi fait des études en médecine. Fait que le dude était médecin, il a pratiqué la médecine toute sa vie, puis on the side, il a fait de la recherche en physique qui a été tellement fondamentale pour le domaine de la physique qu'on l'étudie encore à ce jour, comme quelques siècles après. C'est lui qui a conçu l'expérience de Young avec la double fente. Ça a vraiment été lui le premier qui nous a montré la nature ondulatoire de la lumière avec une expérience puis qui l'a interprété correctement. Son expérience est hyper fondamentale en physique puis on la réutilise même plus tard quand on va faire de la mécanique quantique ou ce genre de choses-là. L'expérience de Young est super importante. Il a aussi fait de la recherche sur les matériaux. Il y a le module de Young que j'enseigne quand je donne les cours d'architecture. Ça parle de la résistance des matériaux puis à quel point tu peux plier un matériau avant qu'il commence à se déformer de façon permanente. Fait qu'il a fait comme plein de choses séparées, hyper pertinentes. Il a fait de la recherche en médecine. Il s'est aussi intéressé à l'égyptologie où est-ce qu'il a fait de la recherche sur la pierre de Rosette pour essayer de déchiffrer les hiéroglyphes. En tout cas, le gars a fait 1 million de choses puis il est même connu comme le dernier homme à tout savoir, the last man who knew everything. Fait que plutôt un génie, notre Thomas Young. Ok, donc on va regarder maintenant ensemble son expérience. Je vous ai encore préparé une animation pour qu'on puisse l'observer tranquillement ensemble puis bien comprendre qu'est-ce qui se passe. On regarde ça ensemble. Ok, donc voici notre expérience. Je vous montre un peu c'est quoi les différents éléments qu'il y a devant vous. À gauche, on a ce qu'on appelle le masque. Le masque, c'est juste comme une barrière à la lumière. La lumière va comme voyager de gauche à droite. Le masque, c'est une barrière dans laquelle on a percé deux trous, c'est nos deux fentes. Notre masque a deux propriétés intéressantes. Donc, il va avoir la distance entre les fentes, on appelle D. C'est vraiment la distance entre le centre de la fente du haut puis le centre de la fente du bas. Et l'autre propriété importante, c'est la largeur des fentes qu'on représente avec la lettre A. Pour l'expérience de Young qu'on fait en ce moment, on va prendre pour acquis que la largeur des fentes est comme presque nulle, que nos fentes sont super minces, donc la largeur des fentes est à peu près égale à 0. On peut pas mettre égal 0, sinon il y aurait juste aucune lumière qui passe là, mais très 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 petite. Je vais expliquer dans une autre section pourquoi c'est pertinent de faire ça, on n'en parle pas tout de suite. Donc, il y a une distance entre les fentes, il y a une certaine largeur des fentes qui, dans ce cas-ci, est à peu près égale à 0. Ce qu'on a de l'autre côté, à droite, c'est un écran. L'écran, sa job, c'est juste comme vous avez fait en laboratoire. C'est une feuille de papier blanche, puis son travail, c'est juste de recevoir la lumière, puis nous, on va pouvoir regarder sur l'écran qu'est-ce qui se passe avec la lumière. Maintenant, le dernier ingrédient de notre expérience, c'est de la lumière, c'est un laser. Le laser va aller de gauche à droite. Je vais utiliser, mettons, un laser rouge, mais je vais représenter les fronts d'onde qui proviennent du haut et du bas avec des couleurs différentes comme j'ai fait dans l'exemple 3.1, juste pour que ça soit un petit peu plus visuellement facile à suivre. Fait que premièrement, j'ai mon laser qui va de gauche à droite. Le laser, il se déplace ici, là, vraiment juste horizontalement. Fait que mon laser, il s'en va comme ça. Puis la lumière est faite d'ondes sinusoïdales, puis là, vu que mon laser est parfaitement horizontal, les ondes sinusoïdales sont toutes parallèles. Fait que ça fait plein de beaux petits sinus parallèles qui se déplacent vers la droite. Ça veut dire que les fronts d'onde vont être parfaitement à la verticale. Fait que je vous montre qu'est-ce que ça donne.
Encore une fois, la distance entre deux fronts d'onde est égale à la longueur d'onde du laser. Là, le laser arrive comme ça sur les fentes, puis au moment où est-ce que le laser va frapper le masque, ben, il y a juste la lumière qui passe par les fentes qui va être capable de continuer son chemin. Quand la lumière passe par une ouverture qui est très fine, la lumière va pas juste continuer tout droit, elle va être comme dispersée dans toutes les directions, vraiment là ici à 180 degrés. C'est comme si j'avais une source ponctuelle à cet endroit-là qui va envoyer des fronts d'onde circulaires centrés sur la source. On regarde. Encore une fois, j'ai mis la couleur différente pour la lumière qui vient du haut et la lumière qui vient du bas. J'ai représenté en un petit peu plus large les fronts d'onde qui correspondent au maximum de la fonction sinusoïdale. Puis entre deux fronts d'onde, j'ai mis... La dernière fois, je l'avais mis en pointillé, mais cette fois-ci, on a besoin d'un peu plus de précision. Fait que j'ai juste mis une ligne un peu plus mince avec une couleur légèrement différente. Donc, les petites lignes orange, c'est les minimums pour l'onde que j'ai représentée en rouge. Puis les petites lignes mauves, c'est les minimums pour l'onde que j'ai représentée en rose. OK, les ondes progressent, puis à un moment donné, les ondes vont frapper l'écran. Notre écran, il va recevoir toute la lumière, puis le cœur de l'expérience de Young, c'est de réaliser que sur l'écran, il va y avoir des endroits qui vont ressentir un maximum d'interférence, puis il va y avoir des endroits qui vont ressentir un minimum d'interférence. Un maximum d'interférence, ça veut dire beaucoup d'intensité lumineuse. Ça veut dire que l'amplitude totale de la fonction sinus à cet endroit-là est très grande. Ça veut dire que j'ai deux ondes qui arrivent synchronisées à ce point-là. J'ai de l'interférence constructive, j'ai un maximum de lumière. Il y a aussi des endroits où est-ce qu'il va y avoir de l'interférence destructive. À cet endroit-là, le maximum d'une onde correspond au minimum de l'autre. Au total, ça fait une onde qui a une amplitude 0, donc il n'y a aucune lumière à cet endroit-là. Encore une fois, je rappelle que c'est important de faire la distinction entre un maximum et un minimum de lumière sur l'écran, qui dépend de si on a de l'interférence constructive ou destructive, des ondes synchronisées ou désynchronisées. C'est pas la même chose qu'un maximum puis un minimum de la fonction sinusoïdale de chacune de nos deux ondes qu'on envoie. Sur notre écran, il faut regarder comment les ondes se combinent pour produire une grande amplitude ou une petite amplitude parce que les... Ok, j'y vais. Si mes ondes sont désynchronisées, ça va faire une petite amplitude, une amplitude nulle, un minimum de lumière. Notre travail avec l'expérience de Young, c'est d'être capable de trouver une formule qui permet d'identifier la position sur l'écran des maximums puis des minimums de lumière, des maximums puis des minimums d'interférence. Ça va dépendre de la longueur d'onde de la lumière, ça va dépendre de la distance entre les deux fentes et de la distance entre mon masque et mon écran qu'on représente avec la lettre L majuscule. Avant de démontrer la formule, je vais juste vous montrer avec le schéma, avec les fronts d'onde, pourquoi il y a des maximums puis des minimums sur notre écran. Donc je vais laisser aller mes ondes. Ok, j'ai un point ici, on va dire que ce point-là est au centre de l'écran. Au centre de l'écran, je vais tracer un axe optique. L'axe optique, c'est juste une ligne horizontale qui passe exactement par le milieu entre les deux fentes. Sur mon écran, je vais m'intéresser à trouver la hauteur des maximums et des minimums de lumière, donc leurs coordonnées en Y, on va toujours utiliser Y. Y égale 0, c'est sur l'axe optique au milieu de l'écran. À ce point-là, ce que je vois, c'est que l'onde rouge, le premier maximum rouge et le premier maximum rose arrivent parfaitement synchronisés au point Y égale 0. Ça veut dire que Y égale 0 va toujours correspondre à de l'interférence constructive. Si je trace mes deux lignes R1 et R2 pour trouver mon interférence, je remarque que ça forme un beau triangle isocèle. Je remarque que la différence de marche, la différence entre R1 et R2, va être égale à 0. Donc c'est normal que ça fasse de l'interférence constructive. Je laisse progresser mon onde encore un peu. Voilà, maintenant la prochaine région qui va m'intéresser, on va regarder les Y positifs pour tout de suite. Je vois qu'il y a un endroit ici où est-ce que mon premier maximum rose est à la même endroit que ma petite ligne orange, donc que mon minimum rouge. Si j'ai un maximum rose avec un minimum de l'onde rouge que j'ai représenté en orange, un maximum de la fonction sinus qui est coordonné avec un minimum de l'autre fonction sinus, ça fait de l'interférence destructive, ça va produire un minimum de lumière à cet endroit-là. À cet endroit-là, je trace mon R1, mon R2, mais la différence de marche va correspondre à une demi-longueur d'onde. L'onde rose
est arrivé une demi-longueur d'onde en retard sur l'onde rouge, ça produit un minimum d'interférence. Delta égale une demi-lambda. Ensuite, je laisse aller encore un peu mon schéma. Le prochain point que j'observe, ça va être encore une fois de l'interférence constructive. Cette fois-là, c'est le deuxième maximum rouge qui correspond au premier maximum rose. Ça veut dire que l'onde rose est arrivée une longueur d'onde complète en retard sur l'onde rouge. Ça produit de l'interférence constructive. Delta égale une fois lambda. Je continue de laisser aller mon dessin. Je vois qu'un petit peu plus haut, cette fois-ci, c'est le deuxième minimum de l'onde du haut que j'ai tracé en orange qui est coordonné avec le premier maximum rose. Ça veut dire que j'ai de l'interférence destructive. Il y a une onde qui est à son maximum, une onde qui est à son minimum. J'ai un minimum d'interférence. Mon onde rose est arrivée un cycle et demi en retard. Et finalement, le dernier que je peux observer, quand je regarde un petit peu plus haut, je me ramasse encore avec l'interférence constructive. C'est maintenant le deuxième maximum rouge qui est synchronisé avec le premier maximum rose. Donc la différence de marche est égale à 2 fois la longueur d'onde et j'ai de l'interférence constructive. On peut généraliser ça un peu, puis on va voir que sur l'écran, dans le fond, il va toujours y avoir une alternance de maximum de lumière, minimum, maximum, minimum, ainsi de suite, jusqu'au bout de l'écran, a priori. Ce qu'on va voir apparaître sur l'écran, c'est une alternance d'endroits où est-ce que la lumière est très brillante, ou est-ce que c'est sombre. Brillant, sombre, brillant, sombre, on appelle ça des franges lumineuses. J'ai une frange brillante, l'endroit où il y a beaucoup de lumière, suivi d'une frange sombre, l'endroit où il n'y a pas de lumière, ou est-ce que j'ai un minimum d'interférence. Je vous mets la photo que j'ai prise en laboratoire, c'est à ça que ça ressemble. L'animation que je vous ai montrée permet de faire le parallèle entre ce qu'on a observé en laboratoire et ce qui est décrit par la théorie physique de l'interférence avec des ondes sinusoïdales qui proviennent de la fente du haut et de la fente du bas. Ok, maintenant on ramène nos ondes en arrière, puis ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable de trouver une formule qui nous permet de calculer la position de ces maximums puis de ces minimums de lumière-là sur l'écran. On sait déjà que les maximums de lumière se produisent quand la différence de marche est égale à m lambda, un multiple entier de lambda, puis on sait que les minimums de lumière se produisent quand la différence de marche est égale à m plus une demi lambda, l'interférence destructive. La seule chose qui nous reste à faire ici, c'est qu'on ne va pas calculer les deux hypoténeuses R1 et R2 à chaque fois. Mathématiquement, ça serait assez pesant de faire ça pour résoudre le problème. À la place, on va pouvoir utiliser une approximation qui va fonctionner super bien dans les problèmes qu'on va faire. Donc, je trace mes deux lignes R1 et R2 qui arrivent à un point arbitraire sur mon écran. Puis le but du jeu, ça va être de réussir à exprimer la différence de marche en fonction de la hauteur Y sur l'écran ou de l'angle avec la ligne que j'ai tracée ici. On va beaucoup utiliser l'angle, puis on va ensuite calculer les hauteurs en Y. Ici, ce que j'ai, c'est un petit problème de trigonométrie. Je trace encore la ligne orange en diagonale qui me permet de faire un triangle isocèle. Puis je vais tracer encore en bleu pâle le delta, la différence de marche. Je veux être capable d'exprimer ce delta en fonction de la distance entre les fentes et de l'angle θ qui est représenté sur le dessin. Mais pour faire ça, je vais remarquer qu'il y a un petit angle qui est représenté ici. Et ce petit angle-là, on va l'appeler bêta parce qu'on a décidé de l'appeler bêta. Et l'approximation qu'on va faire, c'est que si l'écran est super loin du masque, si le L est très grand par rapport à la distance entre les fentes. Si les fentes sont très proches, la distance entre les fentes est très petite, que l'écran est très loin, l'angle bêta va être à peu près égal à 90 degrés. Le petit triangle que j'ai ici est à peu près un triangle rectangle. Là, j'utilise une approximation. Je vous ai donné la condition pour que cette approximation-là soit valide. Elle va être valide dans tout le chapitre, tout le reste du chapitre 3. Vous n'aurez jamais à vous demander est-ce que la distance avec l'écran est assez grande pour que je puisse utiliser cette approximation-là? On va l'utiliser tout le temps. On ne va pas la justifier. Puis en laboratoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la distance entre les fentes, c'était comme 0.25 ou 0.5 mm. Puis l'écran, lui, est à une distance de comme 1 ou 2 mètres. Donc l'approximation était parfaitement valide. Elle va toujours l'être pour les problèmes qu'on veut faire. Vous devez savoir par contre,
dans quel contexte l'approximation est valide, il faut que L soit beaucoup plus grand que D et l'approximation est valide. OK, avec cette approximation-là, ben, on a un triangle rectangle. C'est notre type de triangle préféré parce qu'on peut utiliser SOHCAHTOA. Fait que la seule relation qu'on a besoin, ça va être d'utiliser la relation sinus. Puis on pourrait comme démontrer que l'angle θ qui est représenté ici se ramasse aussi à cet endroit-là sur le schéma. C'est le même angle θ qui est représenté à ces deux endroits-là. Vous pouvez jouer un peu avec la trigonométrie pour vous en convaincre ou vous pouvez me faire aveuglément confiance. Les deux stratégies sont acceptées. Mais puisque l'angle θ se ramasse là dans notre triangle, je peux utiliser la loi sinus de le θ est égal à côté opposé, qui est le delta qu'on cherche, divisé par l'hypoténuse. Puis l'hypoténuse ici, c'est D, c'est la distance entre mes deux fentes. Donc ça, c'est la formule supplémentaire qu'on a besoin pour faire les problèmes d'interférence de Young. Pour les problèmes d'interférence de Young, la différence de marche est toujours égale à D fois sinus de l'angle. Ça, c'est la relation vraiment importante qu'il faut être capable d'utiliser. Mais ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'on voulait trouver la hauteur en Y des maximums puis des minimums. Mais un coup qu'on a trouvé l'angle θ qui correspond à des maximums ou à des minimums, ensuite on peut se tracer un autre triangle rectangle qui a l'air de ça. Et utiliser notre bonne vieille relation tangente. Fait que dans ce cas-ci, tangente de l'angle, c'est opposé sur adjacent. Opposé, c'est Y. Adjacent, c'est L. Donc si je connais la valeur de l'angle θ et la valeur de L, je peux facilement trouver la hauteur en Y des maximums et des minimums sur mon écran. Donc voici les deux formules que j'ai en banque. Et maintenant, si je vous demande de trouver des maximums puis des minimums, vous savez que la différence de marche est égale à D fois sinus de l'angle. Mais pour trouver des maximums, il faut que cette différence de marche-là corresponde à un multiple entier de la longueur d'onde, m lambda. Donc, il faut que D fois sinus θ soit égal à m lambda. Si je vous demande de trouver les 5 premiers maximums d'interférence sur l'écran, vous avez juste à prendre cette relation-là. Remplacez m par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez trouver autant de maximums que vous voulez. Vous pouvez isoler l'angle dans cette formule-là. Fait que vous allez savoir à quel angle vous avez un maximum lumineux. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est utiliser la formule avec tangente pour trouver la hauteur en Y, la position en Y de vos maximums lumineux. C'est le même principe pour les minima, mais on utilise m plus une demi lambda plutôt que m lambda. Et voilà, c'est tout pour la vidéo sur l'explication de l'expérience de Young. J'espère que ça vous permet de quand même vous représenter qu'est-ce qui se passe sur l'écran. On va faire des exercices parce que ça va être important d'être capable de trouver les maximums, les minimums lumineux sur l'écran. C'est vraiment le but de la section 3.2. Mais il faut aussi être capable d'expliquer comme pourquoi le phénomène se produit. Parce qu'il y a de l'interférence entre la source du haut et la source du bas. Puis encore une fois, je répète que c'est important de faire la distinction entre les maximums puis les minimums de la fonction sinus qui proviennent de chacune des fentes, et les maximums et les minimums d'interférence de l'amplitude de l'onde qui est la résultante de l'addition des deux fonctions sinus reçues sur l'écran. Merci beaucoup d'avoir écouté. Passez une belle fin de journée.